14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Maëlys, tu es une fille exceptionnelle. Tu nous laisses un grand vide. Tes sourires, tes blagues nous manquent. Tous les quatre, nous formons une famille heureuse. Nous comptions bien continuer à vivre pleinement ce bonheur. Mais ce tueur d'enfants a anéanti notre avenir. Bonjour, 4 ans que la petite Maëlys de Arrojo a été tuée. C'était aux premières heures du dimanche 27 août 2017 et malgré le temps écoulé, le visage souriant de cette fillette de 9 ans hante toujours la chronique criminelle, intimement liée à un autre visage, celui d'un homme de 34 ans qui a reconnu être son bourreau, le maître chien Nordal Lelandais. L'enquête est désormais terminée. Lelandais comparaîtra au mois de janvier et février 2022 pour répondre de ce meurtre devant une cour d'assises. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce puzzle demeure obstinément incomplet. 4 ans après, on ignore toujours pourquoi Nordal Lelandais a jeté son dévolu sur cet enfant. Pourquoi celle-ci l'avait attiré au point qu'il ne l'emporte dans sa voiture et commette l'irréparable. Peut-être Nordal Lelandais s'expliquera dans le détail lors de son procès. Le fait est que 4 ans après, les circonstances de la mort de Maëlys demeurent drapées de mystère, frappées d'interrogations persistantes. C'est le fil de cette enquête au long cours, l'enquête Maëlys, que nous allons donc remonter aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Maëlys à la recherche de la vérité. Fin août 2017, la petite fille de 9 ans assiste avec ses parents à une fête de mariage dans un village de l'Isère. En une poignée de minutes, elle va disparaître. À l'aube de ce dimanche 27 août 2017, la cérémonie bat son plein dans la salle des fêtes de la petite commune de Pont-de-Beauvoisin, une commune de l'Isère à une 50aine de kilomètres au nord de Grenoble. Le local est noyé de musique. 180 personnes, des adultes, des personnes âgées, des enfants aussi, célèbrent le mariage d'Anne-Laure et de Eddy. Le jeune couple a uni son destin quelques heures plus tôt à l'église de Saint-Jean d'Avlannes, une localité toute proche. Jennifer et Joachim de Arrojo, des cousins, ont été invités à la noce. Ils ont fait 240 km par la route depuis Mignot-Villars, un village du Jura. Ils y vivent depuis 2 ans. Jennifer est infirmière à l'hôpital de Pontarlier. Le couple a emmené avec eux leurs 2 filles, Colline, 12 ans, et Maëlys, la cadette, 9 ans. La fillette est habillée d'une robe blanche, un physique menu, la peau mate, cheveux châtains et yeux marrons. Elle doit faire dans quelques jours sa rentrée en classe de CM1. Aux alentours de 3h du matin, le DJ diffuse au moins 2 chansons que Maëlys aime généralement reprendre en chœur et sur lesquelles elle danse. Sa mère ne l'aperçoit pas et commence à la chercher discrètement. La babysitter embauchée pour s'occuper des enfants est partie à 1h30. La dernière personne à avoir vu Maëlys est sa grand-mère qui lui a demandé si elle s'amusait bien. Vers 3h15, sa mère, Jennifer de Arrojo, de plus en plus inquiète, emprunte le micro du DJ et signale la disparition d'une petite fille prénommée Maëlys. Dans la salle polyvalente, la fête de mariage s'interrompt et fait place aux premières recherches. Les convives font le tour des tables, d'autres se retrouvent sur le parking, certains lancent des appels dans le bois qui jouxte la salle communale. Pas de traces de l'enfant. À 3h50, les parents décident d'appeler la brigade de gendarmerie. Une patrouille est rapidement sur place et recueille les premiers renseignements. Les enquêteurs perçoivent tout de suite la gravité de l'affaire. Impossible que cette petite fille, qui ne voulait pas dormir et souhaitait s'amuser comme les grands, ait quitté d'elle-même la salle des fêtes. Peu probable non plus qu'elle ait suivi de son plein gré une personne étrangère. Hormis sa famille, elle ne connaît personne parmi tous ses invités. Des renforts de gendarmerie affluent au pont de Beauvoisin. Un hélicoptère est envoyé jusqu'à Mignot-Villars, le village où vit la famille des Arrojo, pour récupérer la tête d'oreiller de Maëlys. Celle-ci va permettre de guider un chien Saint-Hubert dans le périmètre de la salle des fêtes. Les 180 convives sont en partie regroupés à la mairie. Les identités sont relevées et certaines personnes commencent à être entendues. Les véhicules stationnés sur le parking et aux alentours sont fouillés. Les photos prises lors du mariage ainsi que le vidéo saisies
Toute la journée, une centaine de gendarmes et 6 maîtres chiens appuyés par un hélicoptère ratissent le secteur et sondent le Guiers, la rivière locale. Le lendemain, lundi 28 août, des spéléologues examinent des cavités rocheuses dans lesquelles l'enfant aurait pu faire une chute sans résultat. Si Maëlys avait eu un accident, on l'aurait trouvé, indique un enquêteur. Les gendarmes ne croient pas à une fugue et pensent plutôt à un enlèvement. Ils excluent une histoire familiale. Le couple des Arrojo s'entend bien et il n'a jamais eu de problème avec quiconque. Le maire de Pont-de-Beauvoisin se dit abasourdi. « Un enfant, ça ne se vole pas », confie-t-il au journal Le Parisien. J'espère qu'on retrouvera Maëlys vivante. Dans les jours qui suivent, les maisons des alentours sont perquisitionnées. Les enquêteurs s'intéressent plus précisément au domicile du gardien de la salle des fêtes, un petit chalet en bois. Pascal, le gardien, voit débouler chez lui des gendarmes qui fouillent les moindres recoins. Ils inspectent également ses 2 voitures. Bien malgré lui, le gardien a le sentiment d'être un suspect. Les noms des 180 invités au mariage et les 110 supplémentaires qui se trouvaient à l'apéritif sont comparés à ceux figurant dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ils ont la surprise de noter qu'une dizaine de personnes invitées au mariage y figurent. Mais aucune d'entre elles ne peut être reliée à la disparition de la petite Maëlys. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes notre journaliste à RTL à Grenoble, correspondant dans cette belle région de l'Isère et souvent bien au-delà. On vous entend souvent sur l'antenne. Vous avez suivi de A à Z cette histoire. Maëlys, évidemment, vous en connaissez tous les protagonistes et vous serez au procès qui s'ouvrira dans quelques mois, on l'a dit. Je viens de raconter les toutes premières heures, les premiers jours de la disparition de la petite Maëlys. Serge, ce qu'on peut dire à l'époque, et vous y êtes, c'est la stupéfaction, parce que rien dans ce petit village tranquille ne laisse présager un tel drame. Oui, c'est le choc à Pont-de-Beauvoisin lorsqu'on apprend la disparition de cet enfant, une mobilisation immédiate de quasiment toute la population sur place. On cherche la fillette dans tous les recoins de la ville et au-delà, effectivement près du Guiers, de la rivière qui traverse Pont-de-Beauvoisin. Bref, tout le monde se mobilise parce que c'est impensable qu'une petite fille comme ça disparaisse lors d'une soirée de mariage. C'est complètement incompréhensible. On se demande ce qui s'est passé, mais en tout cas, la population se mobilise immédiatement. Alors vous le dites, c'est impensable et incompréhensible. C'est évidemment le sentiment qui règne sur place. Il y a quelque chose de très frappant, Serge, vous qui connaissez bien ce genre d'opération quasi militaire, dès lors qu'il y a des recherches, il y a quelque chose de très frappant dans cette affaire, c'est que tout de suite, mais vraiment dans les premières minutes, ou les premières heures en tout cas, les gendarmes, ils ont le sentiment que quelque chose de grave s'est passé. Oui, rapidement, effectivement, après avoir entendu les parents de la petite Maëlys, après avoir fait l'environnement, comme on dit, de la famille, on se doute qu'il n'y a pas eu de problèmes familiaux qui auraient pu expliquer qu'un membre de la famille ait pu emmener avec lui l'enfant pour un problème lié à familial. En tout cas, on se dit qu'effectivement, du côté des gendarmes, il y a eu peut-être et sans doute un enlèvement parce qu'effectivement, le chien des gendarmes qui est amené devant la salle des mariages, eh bien, renifle l'odeur de la fillette jusqu'à la route. Et là, brutalement, il n'y a plus aucune odeur, ce qui veut dire que la petite Maëlys est sans doute montée dans un véhicule, qu'elle a sans doute été enlevée. Effectivement, la piste s'arrête sur ce parking, donc c'est probablement un départ en voiture. Frappant aussi, ce défilé des invités à la noce, j'ai dit 180 personnes, plus une centaine qui étaient à l'apéritif dans l'après-midi. Ce défilé à la mairie, là les gendarmes ils perdent pas de temps non plus, hein. Ils veulent savoir qui est là, qui fait quoi et qui dit quoi finalement. Exactement, ils veulent entendre tout le monde, savoir effectivement si quelqu'un a eu un comportement suspect lors de cette soirée de mariage. Et effectivement, eh bien, ils tapent large, comme on dit, en écoutant et en interrogeant tous les invités au mariage pour effectivement savoir qui peut être un suspect potentiel. Alors donc cette enquête démarre effectivement sur des chapeaux de roue. On essaie de savoir où est passée la petite Maëlys. On essaie de voir qui était à ce mariage, c'est important. On a en ligne Maître Fabien Rajon. Bonjour Maître Rajon.
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, un grand merci d'avoir accepté cette invitation dans l'heure du crime. Je le dis tout de suite, vous êtes l'avocat de la famille de la petite Maëlys, l'avocat de la famille Desarrojo, qui aujourd'hui est encore cruellement marqué par cette épreuve. On va le voir tout au long de cette heure du crime, comment ils ont pu vivre cela. Je voudrais, Maître Rajon, que vous nous présentiez un petit peu cette famille. Je ne l'ai pas vraiment présentée. Ils ont 2 filles à ce moment-là. Ils sont venus simplement faire la fête, c'est ça ? Oui, absolument. Ils sont venus faire la fête à Pont-de-Beauvoisin à l'occasion d'un mariage de famille. On est en fin d'été, les relations parmi les membres de la famille sont très bonnes. Et d'ailleurs, les enquêteurs vont très rapidement, effectivement, écarter la piste éventuelle d'un contentieux familial susceptible d'expliquer la disparition de Maëlys. Donc, ils venaient avec les meilleures intentions du monde. C'était un couple uni, une famille unie et très bonne relation d'ailleurs entre la petite Colline et la petite Maëlys, les 2 filles du couple. Alors je sais que c'est pas très agréable, mais évidemment dès les premières heures, ce sont les proches qui sont entendus. Et je suppose qu'ils ont été entendus. Qu'est-ce qu'on leur pose comme question ? On demande si tout allait bien avec Maëlys, si tout allait bien dans leur couple. C'est surtout ça que cherchent les gendarmes finalement. Alors, il y avait deux types de questions de la part des enquêteurs, des questions relatives à des éventuels antécédents familiaux, à des éventuelles disputes ou à des conflits récurrents susceptibles d'avoir émaillé la vie familiale. Et puis aussi et surtout des questions très précises sur le déroulement de la soirée, oui, c'est ça. Sur l'attitude des uns et des autres, sur d'éventuels invités au mariage, sur les relations entre la petite Maëlys et les autres enfants, sur les relations entre la petite Maëlys et la nounou, sur qui a gardé la petite Maëlys, comment elle a pu échapper à la vigilance de ses parents, et puis également des questions sur les invités au mariage, sur leur attitude et sur le ressenti des parents vis-à-vis de ces autres invités. Et on va voir qu'effectivement ce ressenti va peser lourd dans la suite des investigations. Encore une question avec vous, Serge Puyot, notre journaliste au bureau RTL de Grenoble. Les gendarmes, ils font tourner, comme on dit, les fichiers, les fichiers de délinquants. Ça, ils le font très vite. Maintenant, c'est quasiment automatique. Bien sûr, dans tout ce genre d'affaires, effectivement, toujours, on cherche les personnes qui ont des antécédents, qui pourraient effectivement être fichées et avoir déjà agi concernant des enfants. Et là, on trouve effectivement quelques noms de personnes qui sont déjà fichées, mais les vérifications qui sont faites, ne donnent pas grand-chose. Visiblement, ces gens-là ne sont pas concernés directement par l'enlèvement de Maëlys. Maëlys reste introuvable. Mais un fichier, un seul, et toute une série de témoignages vont faire surgir une silhouette qui se trouvait à la fête. Un homme qui n'y était pas invité, mais que de nombreux convives ont remarqué. Un dénommé Nordal Lelandais. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Maëlys à la recherche de la vérité. La petite fille, 9 ans, s'est évaporée au petit matin du 27 août 2017 en pleine fête de mariage. Les enquêteurs ne croient pas à la fugue, mais à un enlèvement perpétré par l'un des invités. Les gendarmes passent en revue les quelques 250 auditions libres recueillies auprès des convives du mariage et de voisins de la salle des fêtes. Ils sont intrigués par une contradiction flagrante entre certaines déclarations. Un dénommé Nordal Lelandais, 34 ans, qui habite la commune de Domsaint, à 5 minutes en voiture du pont de Beauvoisin, indique qu'il ne connaît pas la petite Maëlys alors que des témoins affirment qu'il a passé du temps à discuter avec elle. Il est présenté comme l'homme au chien, car il voue une grande passion à ses animaux et a été maître chien par le passé. Lelandais n'était pas sur la liste officielle des invités, mais il avait insisté pour être au banquet. Il avait convaincu pour cela Eddy, le marié, une connaissance, de le convier à la fin de la fête. Un autre témoin affirme avoir été étonné, dans les heures suivant la disparition, que Lelandais reste tranquillement installé dans un café voisin sans chercher à s'informer de l'avancée des recherches. Même étonnement chez la mère de Maëlys,
qui avait vu cet homme converser avec sa fille. Elle avait constaté qu'il lui montrait des photos de chiens sur son téléphone portable. Juste après la disparition, elle l'avait croisé alors qu'il revenait du parking. Elle lui avait demandé s'il avait vu sa fille. Il avait répondu non, sans poser la moindre question. Dans ses déclarations, Nordal Lelandais affirme qu'il n'a pas quitté la salle communale de la soirée, alors que des témoins disent l'avoir vu s'absenter. Le profil de Nordal Lelandais intéresse les gendarmes. Il apparaît que l'individu, longtemps intérimaire et désormais sans emploi, figure dans un fichier de police pour dégradation et détention de stupéfiants. C'est un consommateur de cocaïne et il joue aussi les petits dealers. Dès le 29 août, soit 2 jours après la disparition, son véhicule, une Audi A3, est inspecté. Mais les chiens renifleurs qui montent à bord du véhicule sont aussitôt pris de malaise. L'habitat a été récuré avec de puissants produits détergents. Le dimanche 27 août, aux alentours de 17h, le propriétaire a passé 2h17, la vidéosurveillance de la station de lavage l'atteste, à nettoyer l'Audi dans ses moindres recoins. Il avait prévu de la vendre le surlendemain. L'acquéreur potentiel a confirmé, indique alors maître Bernard Méraud, son avocat de l'époque. Les enquêteurs continuent à tourner autour de Lelandais. L'examen de la téléphonie permet de penser que son portable a été coupé dans un laps de temps qui correspond à celui de la disparition de Maëlys. Le 31 août, Lelandais est placé en garde à vue, mais il a réponse à tout. Il dément toute implication dans ce rapt. L'interrogatoire ne dure que quelques heures. Il ressort libre, mais se sent à présent surveillé. Il se plaint d'être considéré comme un suspect. Le 3 septembre au matin, il appelle lui-même la police pour dire qu'il est menacé et en danger à cause de toute cette histoire. Des personnes chercheraient à le tuer. Nordal Lelandais ne va pas endosser très longtemps son costume de bouc émissaire. Ce même 3 septembre, les gendarmes viennent l'interpeller chez lui et le placent à nouveau en garde à vue. Avec le juge, ils estiment que le faisceau de présomption n'a cessé de s'étoffer. Intrigués par le nettoyage appuyé de l'Audi, ils ont rapatrié celle-ci jusqu'à Pontoise, dans le Val d'Oise, pour qu'il soit examiné par les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN. Une trace discrète de l'ADN de Maëlys a été ainsi découverte sur le commutateur d'éclairage des phares, côté conducteur. Lelandais reconnaît que Maëlys est montée brièvement à bord de la voiture, accompagnée d'un petit garçon blond. Les enfants voulaient voir si un chien se trouvait dans le coffre. Voilà pourquoi, dit-il, cette trace ADN a été retrouvée. Le petit garçon blond est recherché, mais il est établi qu'il n'existe pas. Encore interrogé sur des traces de griffures sur un bras et sur un genou, Lelandais déclare qu'il s'est écorché en taillant ses framboisiers. Interrogé, sa mère indique qu'il ne jardinait jamais. L'ex-maître chien nie, mais il est mis en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de moins de 15 ans. Alors, à ce stade de l'enquête, la petite Maëlys reste évidemment introuvable. Il y a l'interpellation de cet homme, Nordal Lelandais, et puis sa mise en examen. Lelandais dément tout enlèvement. Cette interpellation, on peut le dire, a été extrêmement rapide. Serge Puyot, qui est ce personnage qui surgit dans le décor de cette enquête? Il a 34 ans et il a un profil plutôt chaotique, on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. C'est un ancien maître chien de l'armée. L'armée qui aurait mis fin à son contrat pour des problèmes de comportement. Il consommait notamment de la drogue. Lui dit qu'il a quitté l'armée tout à fait volontairement. Et il vit depuis de petits boulots. Il est au chômage au moment des faits. Il avait des problèmes de dos, donc il a mis fin à son travail. Et donc, effectivement, il traîne beaucoup autour de Pont-de-Beauvoisin et également de Chambéry. Il est souvent dans les boîtes de nuit. Voilà, c'est un oiseau de nuit et effectivement, il a un comportement très incertain et pas mal d'amis dans la région. Les témoins le disent, hein. On l'a vu souvent dans la soirée à côté de la petite Maëlys, en train de discuter. Sa mère dira qu'il lui montrait des photos de chiens. Tout ça, c'est établi assez rapidement par les enquêteurs.
C'est ça, notamment par la mère de Maëlys, Jennifer, qui se souvient très bien effectivement que Nordal Lelandais a montré des photos de chiens sur son portable, de ses chiens à Maëlys. Et donc effectivement, tout ça remonte à la surface d'un coup pour la mère de Maëlys en se disant, mais effectivement, cet homme-là a eu un comportement bizarre au niveau de ma fille. Peut-être qu'il a cherché à l'attirer pour l'enlever. Il est dans ce fichier là de violence. Je crois qu'il avait brûlé un restaurant etc. Oui, effectivement, avec des amis, il s'en était pris à un restaurant qui borde le lac de Charavine pour une sorte de vengeance. Il avait mis le feu et à l'époque, il avait été condamné à de la prison, mais pas de la prison ferme puisqu'il avait eu un bracelet électronique, donc il ne s'est jamais retrouvé derrière les barreaux. Maître Fabien Rajon, vous êtes également notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille des Arrojo, la famille de la petite Maëlys. Est-ce que, question très simple, est-ce que la famille de Maëlys connaît lors de ce mariage ce fameux Nordal Lelandais? Non, pas du tout. Elle ne l'avait pas rencontré auparavant. Il n'y avait jamais eu le moins de contact avec cet individu. Cet individu qui, d'ailleurs, vous l'avez bien précisé, s'est bel et bien invité au mariage. Il n'était pas prévu qu'il vienne, mais il a insisté à plusieurs reprises pour venir, en disant même à un des mariés que s'il n'était pas formellement invité, il allait malgré tout se présenter pour venir au mariage. Donc non, pas le moindre lien entre la famille de Maëlys et cet individu. Alors c'est important ce que vous dites, maître, parce que ça veut dire qu'il y a une volonté de la part de Lelandais d'être absolument à ce mariage. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, il insiste. Absolument. Il insiste à plusieurs reprises auprès du marié pour venir au mariage, et il va effectivement venir se présenter et passer à plusieurs reprises lors de cette soirée. Est-ce que vous pensez qu'il avait déjà une idée en tête, ou bien qu'il venait tout simplement, peut-être comme on l'a dit d'ailleurs, faire du business et vendre un peu de cocaïne aux invités qui étaient là? Très certainement. Si je le dis, c'est parce qu'on a un dossier d'instruction très très fourni d'ailleurs, et je voudrais une nouvelle fois rendre hommage au travail exceptionnel qui a été conduit par les juges d'instruction. Et rapide. Et qui a permis d'établir très rapidement la personnalité perverse, de nature pédophile de Nordal Lelandais, et puis qui a permis également d'établir divers événements antérieurs au mariage, on va dire largement antérieurs au mariage, et des événements très récents avant le mariage, qui témoignent du fait que Nordal Lelandais recherchait effectivement à entrer en contact avec une fille. Rentrer en contact avec des enfants, c'est ce que vous dites, hein? Absolument. Alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard, le versant pédophile ou supposé pédophile de Nordal Lelandais, parce que c'est effectivement sans doute au cœur de cette affaire. Mais pour se résumer, maître Rajon, ce que vous dites, c'est qu'il est venu ce soir-là dans un but bien précis, c'est chercher un enfant. Absolument. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux raisons. Première raison, c'est que dans le cadre de l'instruction, il est apparu rapidement que Nordal Lelandais s'intéressait de près aux enfants. Et on a de multiples éléments qui ont pu être révélés au fil de l'instruction qui l'ont établi. Et deuxième élément, pour parler clairement, il a approché une autre petite fille dans le cadre de cette soirée du 26 août. Et il y a une tentative d'approche entre Nordal Lelandais et une jeune fillette. Qui a particulièrement interpellé les parents de cette jeune fillette qui ont été entendus ultérieurement. Donc en d'autres termes, Nordal Lelandais a eu une tentative d'approche à l'égard d'une jeune fillette lors d'une autre soirée à laquelle il a participé en début de soirée du 26 août 2017. Alors vous décrivez parfaitement, et c'est très très intéressant et très important pour le procès qui viendra dans quelques mois. Ce que vous décrivez là, c'est un chasseur qui vient chercher des proies dans des soirées, et notamment des enfants. Alors ça, c'est très très important effectivement, et c'est très marquant. Serge Pueyo, sans la trace ADN dont j'ai parlé, qui est la petite trace trouvée vraiment avec beaucoup de recherches par l'IRCGN, cette première trace, je parle près du commutateur, on a l'impression que finalement il aurait rien dit, on ne l'aurait peut-être même pas interpellé.
Peut-être pas interpellé, c'est pas sûr, mais en tout cas, effectivement, il a un sacré aplomb, hein, un Nordal-Lelandais devant les gendarmes. Il a réponse à tout. Voilà, c'est quelqu'un qui effectivement est un beau parleur, pourrait-on dire. Et effectivement, les gendarmes ont du mal à l'accrocher, comme on dit. Et c'est vrai que, par exemple, sur la voiture, il lui demande pourquoi il a récuré pendant 2h17 son véhicule. Hein. Sans doute, les enquêteurs pensent qu'il a pu chercher à effacer des traces. Lui dit que non, effectivement, qu'il allait vendre son véhicule, que c'était tout à fait normal. Et voilà, il a un aplomb, il a réponse à tout. Et c'est vrai que sans cette petite trace ADN, eh bien, le dossier aurait mis beaucoup plus de temps, sans doute, à basculer. Vous dites qu'il a réponse à tout, ça, effectivement, c'est une constante chez lui. Hein. Les gendarmes, qui vont l'interroger, les juges vont dire, il s'adapte finalement aux questions qu'on lui pose. Exactement, il s'adapte à toutes les questions. Il arrive effectivement à répondre du tac au tac avec un certain aplomb. Tout ça est déconcertant pour les gendarmes qui n'ont pas d'éléments accablants pour l'instant à son encontre. Et donc, effectivement, il glisse entre les mains des enquêteurs et ils n'ont pas d'éléments accablants contre le Landais. Ça veut dire qu'il est intelligent. C'est une personne d'une certaine façon intelligente. Alors effectivement, dans son comportement, il y a des choses, on ne va pas dire qu'il est intelligent jusqu'au bout, mais en tout cas, il a une certaine forme d'intelligence pour masquer en tout cas ses agissements. Les recherches pour retrouver Maëlys ne s'arrêtent pas avec cette interpellation. Elles vont au contraire s'intensifier, tout comme les auditions d'un mis en examen qui reste sur ses positions. Il n'a absolument rien à voir avec cette histoire de disparition. Les proches de Nordal-Lelandais ne peuvent pas croire une seconde qu'il soit derrière la disparition d'une petite fille. Le garçon est certes mythomane, m'as-tu vu, petit dealer de coke à ses heures perdues, dragueur insistant, mais il ne s'en serait jamais pris à Maëlys. Les enfants qui le connaissent n'ont-ils pas l'habitude de le surnommer tonton Nono? Il est innocent à 100%, affirme Sven, son frère cadet. Christiane, sa mère, est en colère. Mon fils n'est pas un monstre, il adore les enfants, notamment sa petite filleule qui s'appelle aussi Maëlys. Une mère qui indique que son fils ne serait autre qu'un nouveau Patrick Dils. Dils, condamné puis acquitté pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-les-Metz. D'autres témoignages ne livrent pas vraiment la même tonalité. Des ex-petits amis décrivent un homme violent, menteur, manipulateur, en proie à des colères soudaines. On le décrit encore comme instable, imprévisible. En 2008, il a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir effectivement incendié un restaurant de Paladru dans l'Isère, peine purgée sous bracelet électronique. Le voilà désormais placé au quartier d'isolement de la prison de Saint-Quentin-Falavier. Il ne quitte sa cellule que pour se rendre aux convocations chez le juge d'instruction. Malgré les recherches qui n'ont jamais cessé, Maëlys demeure introuvable et le Landais reste muet. Les enquêteurs affinent toutefois le scénario de la soirée de mariage. Des témoins l'ont vu sortir de la salle communale. Après avoir affirmé qu'il n'était jamais sorti, il admet 2 absences. L'une pour aller chercher un peu de cocaïne, une autre pour faire un aller-retour rapide en voiture jusque chez lui à Domsaint pour se changer. Il avait renversé un verre de vin rouge sur son Bermuda. Un short dont il s'est débarrassé en le jetant dans une benne à ordures. Il explique qu'il ne voulait pas que sa mère retrouve ce vêtement. Elle se serait inquiétée de voir son fils conduire sous l'emprise de l'alcool. Nordal-Lelandais semble avoir réponse à tout et a l'intelligence de s'adapter aux questions des enquêteurs. Il apparaît comme un homme solide qui répète qu'il n'a rien à se reprocher. Il tient bon jusqu'à ce qu'une autre affaire le rattrape. La disparition et la mort du caporal Arthur Noyer. Le 18 décembre 2017, il est placé en garde à vue, 36 heures d'audition, il dément, puis reconnaît avoir pris en stop le militaire, puis s'être bagarré avec lui. Une mort par accident, premier aveu qui va peser lourd dans la suite de l'enquête Maëlys. On ne va pas refaire dans l'heure du crime aujourd'hui l'enquête sur l'affaire du caporal Noyer. Le Landais a écopé en mai 2021 de 20 ans de prison pour ce crime qualifié de meurtre. On s'intéresse aujourd'hui évidemment à l'affaire Maëlys. Serge Puyot, cette mise en cause dans cette affaire du caporal Noyer, qui donne évidemment une toute autre dimension au personnage, est-ce que c'est le déclic qui va vraiment faire avancer les choses, tout au moins dans la tête de l'intéressé ?
Oui, les gendarmes s'aperçoivent à ce moment-là qu'ils ont affaire à un homme dangereux, manipulateur, qui sait s'organiser, qui sait couper son portable, le mettre en mode avion lorsqu'effectivement, eh bien, il est en chasse, ou en tout cas il a une proie sous la main, comme ça a été le cas pour la petite Maëlys, mais également pour le caporal Arthur Noyer. Donc ils ont effectivement conscience qu'ils ont affaire à quelqu'un de dangereux, et c'est vrai que l'affaire Maëlys a permis aussi à l'enquête sur le caporal Noyer de progresser, puisque c'est cette voiture, cette Audi A3 qui a été aperçue dans les rues de Chambéry lorsque le caporal Arthur Noyer a disparu, qui réapparaît dans l'affaire Maëlys. Et c'est effectivement lorsqu'on sait que dans l'affaire Maëlys il y a cette Audi A3 qui appartient à Nordal-Lelandais, que les enquêteurs de l'affaire Noyer eh bien aussi s'intéressent à Nordal. Oui, c'est tout à fait, ce sont des vases communicants judiciaires. Effectivement, une enquête a nourri l'autre, et tout ça a permis d'avancer. Je voudrais que vous nous disiez un mot, Serge, sur cette étrange révélation qui est sortie à ce moment-là dans l'affaire. C'est cette image de vidéosurveillance, cette captation d'images par les enquêteurs de la voiture de Lelandais, avec à son bord, à son côté, une espèce d'ombre blanche. Qu'est-ce qui est devenu cette histoire? Est-ce que c'est concluant? On a pensé que c'était Maëlys qui était à bord. Oui, c'est vrai qu'on voit apparaître sur les images, alors de mauvaise qualité, une silhouette frêle avec effectivement une partie blanche comme une robe blanche que portait d'ailleurs Maëlys, mais effectivement impossible de détailler l'image, de voir véritablement s'il s'agit de l'enfant qui est sur le siège. En tout cas, la mère de Maëlys, Jennifer, elle est persuadée qu'il s'agit de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il y a un détail qui tout de suite accroche sa vue lorsqu'elle voit les images, c'est que la silhouette porte une bretelle un peu large au niveau de la robe, et ça correspond en tout point à la robe de Maëlys, qui avait une bretelle effectivement un peu large. Pour elle, pas de doute, il s'agit de sa fille. Alors c'est frappant et tragique, parce que ça serait effectivement la dernière image, même floue, de la petite Maëlys. Maître Fabien Rajon, vous êtes l'avocat de la famille de Maëlys, la famille de Arrojo. Quel est, vous qui connaissez parfaitement le dossier, qui l'avez épluché, qui avez lu les interrogatoires de Lelandais, quelle est la difficulté pour les enquêteurs face à ce moment-là de l'enquête, face à cet homme qui ne dit rien, qui est une espèce de bloc de silence, mais qui joue beaucoup avec les uns et les autres? Oui, on a beaucoup dit que Nordal-Lelandais avait, je cite d'ailleurs, je vous cite, il avait réponse à tout. C'est vrai qu'il avait techniquement réponse à tout, il répondait à toutes les questions. Mais la vraie question, c'était la question de savoir s'il était oui ou non cohérent par rapport, en comparaison aux éléments qui avaient été recueillis par les enquêteurs. Et force est de constater qu'il n'était pas du tout cohérent avec les éléments de l'enquête. Et je pense que très rapidement, les enquêteurs de terrain, mais également les trois juges d'instruction qui conduisaient cette information judiciaire, ont pris acte du fait qu'il ne fallait pas compter sur Nordal-Lelandais et qu'il fallait mettre des moyens, mettre le paquet au plan technique, au plan de l'ADN, au plan de la téléphonie, pour pouvoir y voir clair dans ce dossier. Et donc, on a un dossier pour lequel on a un Nordal-Lelandais qui, effectivement, ne nous a pas aidés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour lequel il y a eu des moyens techniques d'investigation dans le cadre de cette instruction qui était objectivement exceptionnelle. Oui, très important, exceptionnel, évidemment. Il faut encore une fois le saluer. Vous l'avez fait, maître, et on le fait, évidemment, parce que l'enquête a été d'une rare efficacité. Vous dites qu'il n'était pas cohérent. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples? C'est notamment son emploi du temps qui ne s'encadre pas? Oui, son emploi du temps, la téléphonie, le recours au mode avion, dans la nuit du 26 au 27 août, alors qu'il n'avait pas spécialement recours à ce mode avion sur son téléphone en temps habituel. Bon, il y a évidemment quelque chose qui m'a interpellé, c'est ce lavage, récurage de son véhicule. Oui, ça, pour avoir vu en présence troublant. du client ce lavage, il est complètement hallucinant. Quand vous utilisez une lance Karcher à l'intérieur même d'un véhicule, quand vous prenez la peine de jeter dans un sac spécifique des lingettes que vous ne jetez pas à la poubelle, mais que vous emportez avec vous, très clairement, c'est des choses, moi, que je n'avais jamais vues et qui, évidemment, m'ont interpellé, qui ont interpellé les enquêteurs. Ouais. Ah oui, bien sûr. Nordal-Lelandais ne va plus longtemps résister à la pression qui s'accumule sur ses épaules. La prison, l'affaire Arthur Noyer, des questions sur d'autres disparitions, les indices qui s'accumulent dans le dossier Maëlys. Il va alors faire un aveu capital.
Ce mercredi 14 février 2018, Nordal Lelandais est extrait de sa cellule à 7h45 pour se rendre dans le cabinet des 2 juges en charge de l'affaire. Il a demandé à voir les magistrats pour s'expliquer. Quelque temps auparavant, les gendarmes ont fini par détecter une infime tache de sang de Maëlys dans son véhicule, le plus lourd des indices, suffisant pour le faire craquer. Lelandais raconte qu'il a tué involontairement Maëlys, par accident dit-il, et qu'il s'est débarrassé du corps dans le massif de la Chartreuse. Il est prêt à conduire les gendarmes à l'endroit où il a déposé la dépouille, dans les bois d'Attigna-Onsaint. Malgré la neige et l'escarpement du terrain, les chiens finissent par marquer l'arrêt après presque une journée entière de recherche. Les enquêteurs mettent à jour un crâne et un ossement de la petite fille. Il est encore découvert sur place quelques effets de la fillette. Ce soir, les parents de Maëlys savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, indique le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Lelandais a conduit les gendarmes là où se trouvait Maëlys, mais pour raconter le scénario du crime, il souhaite prendre son temps. 2 mois plus tard, Lelandais est à nouveau entendu. Il explique avoir donné une gifle à Maëlys alors qu'elle était montée dans sa voiture. C'est selon lui ce coup qui aurait provoqué la mort de la petite fille. Lors d'une reconstitution, il surprendra les enquêteurs en portant des coups répétés d'une grande violence du revers de la main sur un mannequin censé représenter l'enfant. Une explication qui ne cadre pas avec les résultats de l'autopsie. Les légistes ont établi que Maëlys portait plusieurs fractures au niveau du crâne et de la mâchoire, résultat de coups portés avant la mort de l'enfant, mais aucune de ces fractures n'aurait été mortelle. Impossible pour les experts de déterminer si la petite fille avait subi des violences sexuelles. Ses effets personnels retrouvés dans le massif de la Chartreuse étaient trop dégradés pour pouvoir livrer des indices formels. Lelandais raconte qu'il s'est débarrassé du corps en 2 temps. Il l'a tout d'abord déposé à proximité d'une voie ferrée, non loin de la maison de sa mère, à Domsaint, puis est revenu au mariage, et enfin, dans les heures suivantes, il a transporté la dépouille jusque dans ce coin de montagne qu'il connaissait. Voilà donc pour cette découverte capitale et puis cet aveu tardif de Lelandais qui permet de retrouver le corps de Maëlys. Serge Peuillot, notre journaliste RTL à Grenoble et grand connaisseur de cette affaire, est-ce que depuis ces expertises dont je parle, et notamment les expertises des légistes, est-ce que tout cela a progressé? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Non, pas véritablement. L'état du corps de Maëlys était beaucoup trop dégradé pour effectivement tirer des conclusions précises sur ce qui a pu arriver à la fillette. Impossible, vous l'avez dit, de savoir si elle a subi des violences sexuelles. On ne connaît pas précisément les causes de la mort. Donc voilà, c'est vrai que le fait que le corps ait séjourné si longtemps à l'air libre pendant plusieurs mois, c'est ce que d'ailleurs dénoncent les parents de Maëlys en disant que Nordal Lelandais savait très bien ce qu'il faisait en abandonnant le corps de Maëlys dans la montagne, c'est-à-dire que avec le temps, eh bien les preuves potentielles qui pouvaient être relevées sur le corps de Maëlys, eh bien allaient s'étioler, s'en aller avec la dégradation du corps. Et oui, encore une fois, alors c'est très très important ce que vous dites, Serge, parce que ça veut dire qu'encore une fois, il y a un calcul de la part de Lelandais. Il ne fait pas vraiment les choses au hasard. Maître Fabien Rajon, avocat de la famille de Maëlys, je parlais de l'autopsie et notamment l'hypothèse de la gifle ou des gifles même violentes qui auraient été données à Maëlys, mais qui n'expliqueraient pas la mort. Est-ce qu'elle aurait pu être étranglée, la petite Maëlys? Toute la difficulté, c'est que les constatations techniques sur les causes du décès de Maëlys ont été obérées, ont été obstruées par l'attitude de Nordal Lelandais, qui prend des précautions dans la nuit du 26 au 27 août et qui va se taire, en tout cas ne pas dire la vérité rapidement, ne pas nous dire où est Maëlys, et on va retrouver le corps de la malheureuse petite victime 6 mois après sa disparition. Et ça, c'est effectivement, je pense, l'élément central de ce dossier, c'est que pour établir des sévices de nature sexuelle, il faut effectivement des éléments objectifs et matériels dont on ne dispose pas. Mais en revanche, on n'est pas dupe, on va se parler clairement. Le seul responsable de cette situation-là, c'est Nordal Lelandais, parce que les éléments qu'il confondait, on les a eus, nous, en qualité de partie civile, puisqu'on avait accès au dossier, dès objectivement le mois de septembre, la mi-septembre.
2017. Donc très clairement, la vidéo de surveillance de la commune de Pont-de-Beauvoisin, on voit passer l'Audi A3 grise de Nordal-Lelandais avec cette robe blanche, cette silhouette blanche. Nous, on a accès à ces éléments-là très rapidement et on se dit qu'évidemment, la défense de Nordal-Lelandais et Nordal-Lelandais ont accès à ces éléments-là très rapidement. La vidéo du récurage du véhicule, les éléments sur le commodo de commande des phares, la commande avec cette trace ADN, ça c'est des éléments qu'on a eu finalement très rapidement. Or Nordal-Lelandais va nous dire là où se trouve le corps de la petite Maëlys plusieurs mois après. Oui, tout à fait. Et donc, quand je dis que le seul responsable de cette situation-là, de cette carence-là, de cette lacune-là, parce qu'aujourd'hui, Nordal-Lelandais, il n'est pas mis en examen pour viol sur la petite Maëlys, eh bien, c'est Nordal-Lelandais. Et effectivement, je pense qu'il aura des comptes à rendre à ce sujet-là devant la cour d'assises de l'Isère. Et on verra ce qu'il racontera. Encore un petit mot, Maître Rajon. Ce que vous dites aussi, ça veut dire qu'il veut être le maître des horloges et qu'il a essayé de tenir, de mener lui-même presque l'enquête pour qu'il lui soit favorable à un moment donné. Est-ce que depuis ses premières déclarations, est-ce qu'il a rajouté d'autres détails, le Landais? Est-ce qu'il a encore parlé ou pas du tout? Oui, il a été interrogé à plusieurs reprises par les trois juges d'instruction. Il a pu avancer un petit peu dans ses déclarations, mais en réalité, c'est pas lui qui a avancé vers la vérité. Ce sont les enquêteurs qui ont avancé vers la vérité et qui l'ont confronté à ces éléments-là, et il a pu répondre des éléments qui étaient cohérents ou pas. Mais c'est jamais venu spontanément de sa part. Voilà. Les progrès de l'enquête, on les doit très clairement à l'IRCGN, à Pontoise, vous l'avez dit, au travail des enquêteurs de terrain des sections de recherche de Grenoble, mais les progrès d'enquête, on les doit pas à Nordal-Lelandais, ça c'est très clair. Nordal-Lelandais avait-il des penchants pédophiles, ce qui expliquerait son attrait pour Maëlys? Après les aveux, l'enquête va se focaliser sur cette question et faire surgir une foule d'éléments intrigants et peut-être accablants pour le maître chien. Fin 2018, un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier rapporte devant les juges d'instruction de l'affaire Maëlys que le prisonnier Nordal-Lelandais lui a expliqué comment il avait violé la petite fille puis l'avait violemment frappée pour l'empêcher de se débattre. Les soupçons de pédophilie vont dès lors se multiplier. Les gendarmes exhument des vidéos d'agressions sexuelles commises par l'intéressé sur deux petites cousines âgées de 6 à 4 ans. La dernière copine du maître chien s'était, elle, étonnée dans un SMS que celui-ci regarde des films porno sur les enfants. Il est établi que le Landais était un consommateur assidu 2 à 3 heures par jour de sites pédopornographiques, des sites qui donnent accès à des images d'enfants de 3 à 10 ans. Interrogé sur ce point, l'ancien maître chien dément avoir regardé de telles images. Il ne s'intéressait, dit-il, qu'aux filles ayant minimum 18 ans. À propos de Maëlys, il ne reconnaît pas le moindre attouchement. Dans le réquisitoire définitif rendu 3 ans et demi après l'instruction, la justice ne peut pas conclure au viol de la petite Maëlys, faute de charges suffisantes, est-il mentionné. Le parquet souligne toutefois un faisceau d'indices indiquant que le Landais, attiré par les hommes et les femmes, pourrait l'être aussi par les enfants. Il est ainsi indiqué: le contexte d'attirance sexuelle pour les petites filles, le diagnostic de pédophilie, la consultation régulière et répétée de sites pédopornographiques sont autant d'éléments qui permettent d'envisager que les faits aient pu se dérouler concomitamment à des infractions de nature sexuelle à l'encontre de Maëlys. En clair, il est établi que sans doute Nordal-Lelandais est peut-être pédophile. Est-ce que ce sont sous les traits d'un pédophile, maître Fabien Rajon, vous êtes l'avocat de la famille de Maëlys, est-ce que c'est sous ces traits que le Landais risque d'être jugé début 2022 ? Alors techniquement, ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a pas de circonstances de viol, en tout cas pas de mise en examen et de mise en accusation devant une cour d'assises pour des faits de viol. Le viol n'a pas été retenu par les 3 juges d'instruction. En revanche, la personnalité de Nordal-Lelandais, son attrait pour les jeunes mineurs, ses déviances de nature sexuelle, bien sûr, feront partie des débats et on va essayer de creuser évidemment cet aspect-là de la personnalité de Nordal-Lelandais afin de le mettre face à ses responsabilités, bien sûr. Ça va peser inévitablement sur le procès, hein, on est d'accord.
Oui, très clairement. Serge Peuillot, qu'est-ce qui devient aujourd'hui Nordal-Lelandais en prison? Quelle est son attitude? Il y a eu ce prisonnier qui a fait ses déclarations, etc. Est-ce qu'il fait parler de lui ou pas? Non, il a un comportement effectivement très très correct en prison, aucun problème de discipline. Il a été condamné, vous l'avez dit, il y a quelques mois dans l'affaire du caporal Noyer à 20 ans de réclusion criminelle, et donc effectivement il attend avec une certaine anxiété ce procès de l'affaire Maëlys, parce que il y aura une toute autre dimension. Le caporal Arthur Noyer était militaire, c'était un adulte. Là il s'agit d'une petite fille, de 8 ans et demi, qui a quand même été enlevée lors d'une soirée de mariage. Et là, la pression va être beaucoup plus forte pour Nordal-Lelandais. On l'a d'ailleurs déjà vu s'agacer lors du procès du caporal Noyer, lorsqu'on a évoqué, le président, les avocats ont évoqué l'affaire Maëlys pour justement expliquer certains comportements de l'ancien militaire. Il s'est tout de suite agacé en disant mais ce n'est pas l'affaire Maëlys ici. Voilà, il sent qu'effectivement, concernant l'affaire Maëlys, il aura beaucoup plus de mal à essayer de trouver des arguments par rapport à ce qui a pu se passer. Oui, c'est un homme totalement imprévisible, ce qui veut dire que ce procès, il va être vraiment sous tension et que tout peut arriver. Ça va être une clé déterminante. Alors, tout peut arriver, on ne sait pas. Les parents de Maëlys, et là, maître Fabien Rajon le dira lui-même, n'attendent pas grand-chose de Lelandais. Ils pensent qu'effectivement, il ment tout le temps. Et il continue à masquer les choses et à ne jamais dire la vérité. C'est ce que m'a dit notamment son père, Joachim de Arroyo, qui, lui, n'attend pas grand-chose de Lelandais. Et il attend bien sûr une peine exemplaire, mais il n'attend pas les parents de Maëlys n'attendent pas d'explications précises de Nordal-Lelandais, parce que pour eux, comme pour l'affaire Arthur Noyer, eh bien, il se défaussera, il ne racontera pas précisément ce qui s'est passé. Justement, maître Fabien Rajon, vous êtes l'un de nos invités ce soir aujourd'hui dans l'heure du crime, et vous êtes l'avocat de la famille de Maëlys. Qu'est-ce qu'ils attendent, la famille de Arrojo? Qu'est-ce qu'elle attend de ce procès? Je dirais, ils attendent tout de la justice et rien de Nordal-Lelandais. Serge Peuillot vous l'a dit. Ils attendent aussi et surtout une peine exemplaire qui soit à la hauteur de la gravité des sévices subis par la petite Maëlys. Nordal-Lelandais a arraché la petite Maëlys à la vie, et il doit effectivement maintenant assumer ses responsabilités et payer devant la société. Mais non, très clairement, ils n'entendent pas grand-chose de Nordal-Lelandais, pas grand-chose de ses déclarations. On sait qu'il va répondre, oui, il va répondre à des questions, il va apporter des réponses, mais on sait pertinemment qu'elles ne seront ni cohérentes ni convaincantes. En revanche, fort d'un dossier d'instruction vraiment bien monté par les juges d'instruction, on peut établir effectivement, sa personnalité, et la gravité de ce qu'il a commis sur cette jeune mineure. Est-ce que vous pensez, maître Rajon, vous doutez un petit peu de ce qu'il va pouvoir raconter, mais est-ce que vous pensez qu'on va connaître le mobile de ce crime, qui va peut-être dire pourquoi effectivement il avait choisi de s'en prendre à la petite fille? Le mobile, nous, on l'a. Oui. Notre conviction, on l'a. Ensuite, la question de la culpabilité sur une qualification de viol, c'est autre chose, mais nous, on l'a le mobile. On l'a d'ailleurs depuis le début de cette instruction. La conviction de mes clients, elle est relativement claire. Mais c'est pas qu'on doute de Nordal-Lelandais, c'est qu'on ne compte pas sur lui. Tout simplement, on compte sur les jurés de la cour d'assises, on compte sur le travail exceptionnel qui a été conduit par les juges d'instruction, par les enquêteurs, et puis ensuite aller à Jacques Taest, et on fera en sorte qu'il soit effectivement sévèrement condamné à hauteur de la gravité de ce qu'il a commis. Avec un dossier solide, vous l'avez dit, un gros dossier. Avec un dossier qui a été monté sans Nordal-Lelandais, puisqu'on n'a pas pu compter sur son concours, mais avec effectivement un dossier solide, avec un très gros travail de l'IRCGN notamment, des investigations techniques qui ont permis d'avancer vers la vérité, même si aujourd'hui, très clairement, vous l'avez dit, cette vérité, elle est partielle, mais c'est Nordal-Lelandais qui est le seul responsable aujourd'hui de cette vérité partielle. Si on ne connaît pas la nature exacte des sévices qui ont été subis par Maëlys, eh bien il faut se tourner vers Nordal-Lelandais.
Merci beaucoup maître Fabien Rajon et Serge Pueyo d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.